Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Lucie Huette, médecin généraliste, et c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui notre étude intitulée Chemsex, les risques ressentis et stratégies d'adaptation. Cette recherche a été menée en collaboration avec le professeur Hélène Doladieu et le docteur Yannick Barnier. Donc, le chemsex, ça désigne l'utilisation de substances psychoactives en contexte sexuel. Et quand les produits sont injectés, la pratique est nommée slam. Le chemsex se développe depuis le milieu des années 2000 chez les HSH. Cette tendance est accompagnée par l'apparition de nouveaux produits de synthèse, et notamment les catinones, qui sont des molécules psychostimulantes, entactogènes et empathogènes. Le GHB et le GBL est également très utilisé. Ces produits permettent une augmentation de la libido, la levée des inhibitions, une endurance accrue, et ils améliorent la qualité ressentie des relations sexuelles. La prévalence en France serait de 20% chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Donc la question de recherche était quels sont les risques ressentis par les chemsexeurs et quelles sont leurs stratégies d'adaptation qui en découlent. Pour participer à l'étude, il fallait avoir au moins 18 ans, être un homme ayant des rapports sexuels avec des hommes et avoir consommé des substances psychoactives en contexte sexuel au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Le recrutement s'est fait en 2019, principalement via l'application de rencontres géolocalisées Grindr. On a réalisé 11 entretiens individuels et un focus group, et l'analyse des données a été faite par une méthode qualitative phénoménologique. Donc, au total, on a interrogé 15 HSH, 11 en entretien individuel et un focus group de 4 chemsexeurs. L'âge moyen était de 41 ans. La plupart avaient fait des études de deuxième cycle, avaient une activité professionnelle, étaient à l'aise financièrement et célibataires. La majorité était multipartenaire, un tiers était séropositif pour le VIH et la moitié était impliquée dans le milieu associatif LGBT. Donc, la première partie de nos résultats porte sur les risques ressentis à court terme. La dangerosité des produits était une source d'inquiétude chez beaucoup de participants. Ils pointaient souvent l'absence de recul dont on dispose sur eux et leurs effets potentiellement nocifs sur la santé. La perte du contrôle était un risque décrit dans plusieurs entretiens. Sous l'effet des produits, l'individu peut ne pas percevoir les dommages qu'il peut s'infliger ou infliger à ses partenaires. Le risque d'overdose a très souvent été abordé, et notamment avec le GHB, avec lequel un léger surdosage peut entraîner une perte de connaissance appelée un GEOL. Le risque de faire un GEOL était extrêmement considéré et 9 participants sur 15 avaient déjà fait un ou plusieurs GEOL. Concernant le risque psychologique, le bad trip était souvent redouté et la descente consécutive aux consommations était réputée douloureuse. Chez certains participants, la descente pouvait engendrer des idées suicidaires. Comme attendu, le risque infectieux a très souvent été abordé. Le chemsex est ressorti comme une pratique propice à la transmission d'IST en raison de l'augmentation des pratiques à risque comme le sexe en groupe, des pratiques sexuelles plus hardes et l'absence de préservatifs fréquentes. Le risque de transmission VIH est souvent cité, mais grâce aux techniques de prévention dont la PrEP fait partie, le risque VIH leur semble bien maîtrisé. Le risque de transmission des IST bactériennes était relativement accepté, le fait de l'existence du dépistage et de traitements courts et efficaces est bien toléré. Par contre, le risque de transmission des hépatites n'a été cité que par un seul participant. Plusieurs participants pensaient avaient conscience qu'il pouvait y avoir des problèmes de consentement pendant les plans chem, et 2 participants avaient subi un viol alors qu'ils étaient inconscients sous l'effet des produits. Donc la frontière entre consentement et abus semblait donc difficile à définir sous l'effet des produits. Enfin, le risque de s'exposer à des sanctions judiciaires importait une minorité d'usagers. Les consommateurs se sentent quand même relativement à l'abri d'éventuelles condamnations. Nous allons maintenant aborder les risques ressentis dans le cadre d'une pratique répétée du chemsex. Le risque de développer un trouble de l'usage ressort dans la majorité des entretiens et il apparaît comme le risque majeur ressenti avec toutes les complications psychosociales qui en découlent. Beaucoup de critères de dépendance sont ressortis dans les entretiens. On note aussi que certains usagers soulignaient une forte association entre leur sexualité et la prise de produits. L'acte sexuel peut amener une envie irrépressible de consommer et le désir de contrôler sa consommation a nécessité chez certains un sacrifice de leur sexualité. Beaucoup avaient conscience du risque de désocialisation que pouvait induire une pratique intensive du chemsex.
et ce risque était souvent l'un des éléments les plus importants dans la prise de décision d'entamer une démarche de contrôle de la consommation. Le risque de retentissement psychologique a été pointé par plusieurs participants. Un mal-être important chez quelques-uns peut être constaté en rapport avec des phénomènes d'isolement et de dépendance. Les produits pouvaient également exacerber un mal-être déjà installé. 2 participants avaient un membre de leur entourage qui s'était suicidé dans un contexte de pratique intensive de chemsex. Plusieurs participants pensaient que le chemsex était une pratique à risque de bouleverser la sexualité, et ce risque avait une dimension très importante pour eux. La perte de la sexualité sans produit était problématique. Il est également ressorti que le chemsex pouvait déstabiliser une relation de couple ou rendre difficile la naissance d'une nouvelle relation amoureuse. Concernant le slam, c'est une pratique qui suscitait de vives réactions de rejet parmi beaucoup de chemsexeurs. Le geste pouvait choquer certains, et ils pensaient que l'injection était une pratique addictive et qu'elle augmentait la dangerosité des produits. Plusieurs slammeurs qui ont témoigné se sentaient stigmatisés par les autres chemsexeurs, ce qui avait tendance à les isoler. Et parmi les témoignages, on a noté qu'il y avait des défauts de maîtrise et de connaissance du geste de l'injection. Nous allons aborder maintenant les stratégies d'adaptation qui découlent des prises de risques ressenties. Plusieurs stratégies de réduction des risques ont été rapportées. Pour limiter les risques de surdosage, les chemsexeurs planifient leur consommation en respectant une durée minimale entre chaque prise. Il y a parfois des formes de régulation collective avec un chimiste qui contrôle les heures de prise de chaque participant. D'autres stratégies ont été relevées, par exemple la désignation d'une personne qui doit contrôler et réguler les prises ou l'utilisation d'une balance pour contrôler la quantité consommée avec précision. Il est fréquent qu'un chemsexeur évite certains produits qu'il considère dangereux suite à une expérience négative. Diverses stratégies ont été exposées pour atténuer la descente, comme la consommation d'alcool, d'anxiolytiques ou de cannabis. Enfin, pour limiter les risques de surdosage, ils testent souvent le produit en petite quantité avant de prendre la dose habituelle. Concernant la réduction du risque infectieux, la majorité des participants séronégatifs pour le VIH prenaient la PrEP. Et le dépistage régulier avait une dimension rassurante pour eux. Un des participants évoquait sa pratique du sérotriage. La prise de la PrEP ou le statut sérologique déclaré joue un rôle dans le choix de ses partenaires. Les stratégies de contrôle de la consommation sont mises en place face à des prises de risque considérées trop importantes ou face à une consommation problématique. Pour se limiter, certains avaient pris de la distance avec un entourage consommateur, désinstaller les applications de rencontres géolocalisées pour réduire les propositions de chemsex. Certains participants ont souligné l'importance de retrouver le plaisir d'une sexualité sans produit et c'est un axe sur lequel ils travaillaient pour s'éloigner du chemsex. Le suivi addictologique est également ressorti comme un élément fondamental, mais pour cela il fallait une acceptation de sa dépendance. Enfin, une relation amoureuse et une activité professionnelle épanouissante étaient 2 facteurs protecteurs renforçant le désir de contrôle de la consommation. Donc la prévention actuelle se concentre beaucoup sur la question du risque infectieux et sur les stratégies pour réduire les risques directement liés aux produits et aux injections. Mais comme l'ont montré nos résultats, le risque ressenti est très large. Il est donc important de sensibiliser sur le risque de développer une addiction et sur les complications psychosociales associées. Le risque d'impact négatif sur la sexualité et la vie affective doit également être abordé. Il est nécessaire d'informer sur le bad trip et sur la gestion de la descente et sur le risque de la gestion autonome de ces symptômes avec d'autres drogues ou d'autres médicaments. Il serait intéressant de développer des interventions sur la notion de consentement éclairé. Enfin, on note une diversité des techniques de contrôle de la part des usagers pour freiner leurs pratiques. Ces stratégies peuvent être identifiées, réévaluées et renforcées pour les aider à contrôler leur consommation. Merci de votre attention. Je demandais si dans votre étude, les gens qui avaient été recrutés, c'était des gens qui consommaient que pour les périodes de chemsex ou si c'était des consommateurs réguliers, qu'ils ne consommaient pas que pour le sexe. En fait, le critère de recrutement, c'était d'avoir consommé des substances à visée sexuelle.
C'était des consommations sexualisées. Ils pouvaient consommer également dans des contextes festifs ou autres, mais ça n'avait pas d'importance. Et c'est les deux produits majoritaires qui sont consommés, donc c'est les catinones et le GHB, mais il y avait des personnes qui prenaient de la cocaïne ou d'autres choses, mais du moment que c'est à visée sexuelle, c'est considéré comme du chemsex. Ouais, donc c'était pas forcément des consommateurs... en dehors de ce contexte, c'était pas forcément des consommateurs réguliers. Non, pas forcément. Bonjour, je suis ici en haut. Sébastien Barbarou, je suis médecin généraliste à Paris. Il y a plusieurs années, on a eu pas mal de patients qu'on suivait notamment pour ça au cabinet. Et depuis 2 ans, je vois des plus jeunes, et pas forcément des hommes qui ont du sexe avec des hommes, mais aussi des femmes qui peuvent avoir du sexe avec des hommes, avec des femmes. Et je me demandais si vous aviez un retour là-dessus à travers votre étude, si vous aviez exploré cette thématique. Non, alors le chemsex à la base c'est vraiment un terme communautaire que se sont appropriés les HSH, mais effectivement le fait de prendre des drogues à visée sexuelle, c'est un phénomène qui est en train de se diffuser chez les jeunes ou dans le milieu libertin. J'ai pas de chiffres précis pour l'instant, c'est très difficile de les avoir. Et l'estimation de 20% des HSH qui pratiqueraient le chemsex en France, ça reste une estimation. C'est vraiment des populations qui sont difficiles à atteindre. Mais ce qui est certain, c'est que le phénomène se diffuse. Mais le terme chemsex, c'est vraiment un terme qui est communautaire. Merci. Bonjour. Je voulais savoir la proportion des prépeurs en fait chez les chemsexeurs. On a des chiffres précis? J'ai pas de chiffres précis, mais je travaille dans un centre de santé sexuelle communautaire et la quasi-totalité des personnes qu'on voit qui pratiquent le chemsex et qui sont séronégatifs pour le VIH sont sous PrEP. Dans l'étude, il y en avait que un qui ne prenait pas la PrEP parce qu'il y avait une mauvaise tolérance digestive. Là, pour la PrEP, il y a le cabotegravir qui est arrivé. C'est un traitement injectable et a priori, du coup, les personnes qui ne supporteraient pas le Truvada, parce que ça peut être un petit peu difficile au niveau digestif, on pourrait les orienter sur le cabotegravir maintenant pour la PrEP. Il a déjà l'AMM, on peut déjà le prescrire? Oui, c'est tout récent. Merci. Une dernière question éventuellement? Je vois quelqu'un qui court, mais peut-être c'est pas pour parler. Vous avez pu identifier ce qui a amené les gens vers la pratique du chemsex? Ça rentre pas du jour au lendemain? Souvent, c'est par un père, Alors, il y a tout type de profil dans les personnes interrogées. J'ai eu des personnes qui avaient plus de 50 ans, qui n'avaient même pas fumé un joint de leur vie, et souvent, c'est un partenaire qui les initie. Et surtout, c'est un phénomène qui est très diffusé sur les applications de rencontres géolocalisées. Certains participants me disaient que 90% des propositions, c'était des propositions de chemsex sur Grindr. Mais ce n'est pas forcément des consommations festives qui dévient en contexte sexuel. Ça peut directement... la première consommation peut directement être en contexte sexuel. Merci beaucoup, Lucie.